Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel épisode des Rendez-vous de la retraite. Aujourd'hui, pour discuter un peu de l'épargne, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Dubos. Bonjour. Bonjour Agathe. Alors vous êtes rédacteur en chef de toutsurlaretraite.com. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Monsieur Monchy, attaché à la direction commerciale Gann Prévoyance. Bonjour Agathe. Bonjour messieurs, bienvenue dans notre émission. Alors tout d'abord, le sujet d'actu, la taxe sur les retraites. Une nouvelle taxe de 0,3% est effective dès le 1er avril de cette année, dans le cadre donc, de la réforme de la dépendance. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette actualité qui va toucher près de 7,5 millions de retraités? Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait, si je puis me permettre, c'est pas tout à fait dans le cadre de la réforme de la dépendance. C'était, alors effectivement, c'est pour financer la dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées, mais techniquement, ça a été voté dans le cadre du budget de la Sécurité sociale 2013. Donc c'est une contribution, c'est une contribution sociale. Exactement son petit nom, c'est contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie. C'est pour ça qu'on dit que c'est la CASA. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est une nouvelle taxe de 0,3% qui va peser sur toutes les retraites, c'est-à-dire les retraites de base, mais également sur les retraites complémentaires, sur les pré-retraites et sur les pensions d'invalidité. Voilà, donc effectivement, vous l'avez dit, ça va toucher 7,5 millions de personnes. Il y a effectivement une catégorie de retraités qui sont exonérés de cette taxe. Alors, il y a, c'est un peu technique, je vous préviens, il y a les retraités qui payent une CSG à taux réduit. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une CSG, donc une contribution sociale généralisée à 6%, ils la payent à 3,8%, tout simplement parce qu'ils ont un impôt sur le revenu qui est inférieur à 61 euros. Ensuite, il y a tous les retraités qui ne payent pas de CSG du tout. Dedans, vous avez les personnes handicapées, vous avez les victimes de guerre, vous avez les anciens combattants. Enfin, je vous passe les détails, il y en a pas mal. Et puis, il y a les retraités français, mais qui résident à l'étranger. Très bien. Donc ça en fait du monde quand même. Donc ça en fait du monde. Vous l'avez dit, ça fait 7,5 millions de personnes. C'est-à-dire que c'est à peu près la moitié des retraités français et 47% des retraités si on compte ceux qui vivent à l'étranger. Et alors justement, et alors c'est là effectivement où il y a la future loi de la dépendance qui rentre peut-être en jeu. La future loi de la dépendance, si il y a, pourrait enlever l'avantage ou renier l'avantage, c'est-à-dire que clairement les retraités qui vivraient à l'étranger seraient soumis à cette taxe de 0,3%. Alors ça nous permet de comprendre un petit peu les enjeux et justement d'en venir maintenant à notre dossier de la semaine qui est pourquoi faut-il épargner pour sa retraite? Alors la retraite par répartition qui permet de financer la retraite des plus âgés grâce aux cotisations des plus jeunes et le système qui prévaut en France. Quels sont les risques aujourd'hui d'un tel système? Eh bien Agathe, les risques d'un tel système, c'est tout d'abord le vieillissement de la population. En effet, si on regarde un petit peu derrière nous, les années 60-70, on avait environ entre 2 et 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, à l'instant où l'on parle, on a environ 4 retraités pour 10 actifs. Et les prévisionnistes prévoient en effet, estiment qu'il y aura en 2040 environ 7 retraités pour 10 actifs. On voit très facilement le déséquilibre que cela peut engendrer. Se rajoute à ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on le considère avec un peu de hauteur, à savoir l'allongement de la durée de vie. C'est plutôt bien, on vit plus longtemps, simplement ça coûte plus cher. Voilà. Évidemment, parce que les prestations de retraite sont servies plus longtemps de ce fait, bien sûr. Ensuite, le contexte économique. On l'a vu, on est dans un contexte peu favorable, en effet. Alors, d'aucuns pensent et on souhaite tous sortir du contexte de crise dans lequel on est aujourd'hui. Toujours est-il que ça ne favorise pas, d'une part, les cotisations, parce que le taux de chômage est très important, et d'autre part, les caisses de retraite du régime obligatoire ont du mal à valoriser leurs encours, parce que le contexte économique est en ce moment perturbé.
Et là, ce contexte économique vraiment dégrade, on va dire, la situation. Le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, vient de rendre 2 rapports. C'est le Premier ministre qui l'avait commandé. Et effectivement, ces 2 rapports montrent que, eh ben non, la réforme de 2010, la réforme des retraites de 2010 ne va pas régler les choses, compte tenu effectivement de la dégradation de la conjoncture économique. Clairement, au lieu d'être à l'équilibre en 2020, le système des retraites français va afficher un déficit de plus de 22 milliards d'euros. Une situation donc très inquiétante, d'autant plus qu'il y a quand même des changements dans la société sur les parcours professionnels qui sont différents selon les cas, notamment je pense aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? En effet, les femmes ont des salaires à emploi équivalent encore plus faibles que ceux des hommes. Donc évidemment, ça engendre des cotisations là aussi plus faibles. De plus, elles consacrent des périodes plus ou moins longues à élever les enfants. Et là encore, eh bien, ça perturbe le parcours professionnel. En tous les cas, ça génère moins de cotisations, c'est certain. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est la durée des études. En effet, en moyenne, un jeune aujourd'hui rentre dans la vie active à 22 ans, en moyenne. Et on peut imaginer, on peut facilement se rendre compte que quand on rentre dans la vie active à 22, 23 ou 24 ans, voire plus tard pour certains, il est extrêmement difficile de totaliser 41 ans et plus de parcours professionnel de cotisation pour espérer avoir un taux plein lorsqu'on prendra notre retraite. C'est en effet difficile. Et alors le COR également a fait effectivement un état des lieux des inégalités et juste vraiment pour résumer, le COR dit voilà, le système est à peu près égal sauf pour les femmes et pour les carrières courtes. Il se trouve que malheureusement, la plupart des carrières courtes, ce sont des femmes qui les ont. Donc en fait, il y a une sorte de double peine pour les femmes qui font qu'en moyenne, les pensions des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes. C'est important, effectivement. Avec les différentes réformes, justement, les taux de remplacement vont-ils baisser, Monsieur Mongier ? Alors totalement, oui. Bien sûr, ils vont encore baisser, si j'ose dire. Et c'est assez dramatique parce que les besoins, eux, parallèlement, enfin, en regard, sont en hausse. En effet, que se passe-t-il ? Déjà, on souhaite tous maintenir notre niveau de vie ou un niveau de vie non plus confortable mais suffisant en retraite. Et ça, c'est évidemment très difficile lorsqu'on constate que les prestations de retraite baissent sans cesse. De plus, les charges en regard de ces prestations retraite sont, elles, en hausse, notamment les charges, les dépenses de santé, où en effet on peut constater un désengagement de la sécurité sociale notamment, qui fait que, eh bien, au niveau des soins, il faut autofinancer ces soins de plus en plus, en effet. Et puis, un phénomène de société qu'il nous faut prendre en compte, c'est l'aide intergénérationnelle. En effet, il y a encore quelques années, décennies, on souhaitait tous aider nos enfants à s'installer dans la vie. Aujourd'hui, les grands-parents aident aussi les petits-enfants, car les enfants, parfois, ne peuvent pas assumer cette dépense supplémentaire. Donc, d'un côté, nous avons bien des prestations en baisse et des besoins, en effet, en hausse. Et alors c'est vrai que là aussi l'actualité fait que malheureusement les choses risquent d'empirer puisque les régimes de complémentaires AGIRC, donc pour les cadres, et ARCO pour tous les salariés, peut-être vont adopter une désindexation des pensions, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être alignés sur l'inflation, sur la hausse des prix, eh bien elles seraient revalorisées en deçà de l'inflation. Une idée qui a été reprise par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, qui a dit que effectivement cette initiative pourrait être étendue au régime général. Donc de plus en plus, on parle d'une désindexation des pensions, ce qui fait qu'effectivement, en gros, on touchera encore moins que prévu à la retraite. Alors, tous ces sujets nous permettent de vraiment se dire qu'il faut épargner, que c'est un devoir même, je pense, pour financer nos retraites, ce qui nous permet d'aller justement sur l'info-pratique, puisque nous allons voir un petit peu une solution importante pour épargner, c'est le PERP. Quels sont les avantages fiscaux du PERP, Monsieur Dubosc ? Alors, ce qu'il faut dire, toujours dans l'actualité, ce qu'il faut dire, c'est que le budget 2013 a vraiment réduit les avantages fiscaux, sauf
celui des produits d'épargne retraite, dont le PERP. Alors, l'avantage qui n'est pas négligeable du PERP, c'est qu'on peut déduire à hauteur de 10% des revenus professionnels plafonnés à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ça peut paraître un petit peu technique. Clairement, effectivement, vos versements, vous pouvez en déduire une partie sur votre impôt sur le revenu. Pour faire vraiment très très simple, parce qu'il y a plusieurs calculs possibles, en 2013, au titre des revenus 2013, les particuliers vont pouvoir déduire de leur impôt sur le revenu au minimum 3 703 € et au maximum 29 625 €. Donc ce n'est pas du tout négligeable, sachant que les niches fiscales ont été plafonnées à 10 000 €. Et puis par ailleurs, il se trouve qu'il y a eu une circulaire de l'administration fiscale qui a précisé quelque chose et qui est un autre avantage. Il se trouve que les détenteurs de PERP peuvent sortir en capital dans le cas où ils achètent leur résidence principale. Eh bien, dans le cas où effectivement c'est une sortie en capital, ils pourront désormais prendre une option de prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la retraite sur Décideur TV.